Voir les enfants rire, s'amuser, lire, s'émerveiller, développer leur autonomie, c'est l'une des missions que s'est fixée le Père Fouettard, éditeur au drôle de nom, drôle de logo, avec un bonhomme à tête ronde, que nous allons découvrir en direct, non pas le bonhomme, mais plutôt l'éditeur derrière ce bonhomme, avec deux de ses auteurs, Laurent Cardon et Camille Tisserand. On va savoir un petit peu ce qui se cache derrière cette maison d'édition, mais également derrière ces beaux albums cartonnés qui racontent des histoires fantastiques ou quotidiennes, avec des enfants, des animaux confrontés à des multiples situations, multiples environnements, ici, plus loin. Bref, on va découvrir ensemble le Père Fouettard. Bonjour Florent. Bonjour Tara. Alors première question, comment est née en fait cette maison d'édition au drôle de nom Punitif ? Pourquoi ce nom ? Parce que y a deux raisons en fait. Il y a d'abord une raison d'ancrage local, parce qu'il faut savoir que les éditions Père Fouettard sont situées en Alsace, à côté de Strasbourg. Et donc le Père Fouettard, c'est une institution pour les Alsaciens. Et en même temps, c'est un personnage qui est connu par tous les francophones, que vous soyez un Basque ou un Martiniquais, le Père Fouettard, c'est un personnage qui vous parle. Et la seconde raison, et qui est peut-être plus profonde, c'est qu'en littérature jeunesse et pour les enfants, le méchant, c'est le personnage qui est le plus intéressant. C'est le méchant qui est le moteur de l'histoire, qui est l'événement perturbateur par excellence. Oui, auquel les enfants aiment bien s'identifier et réfléchir avec lui. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, on dit éditeur jeunesse, mais en fait, quels sont un peu les âges de vos lecteurs, leur profil, puisque on va y venir après, mais ce sont des livres pour enfants, mais des livres à message un petit peu éducatifs, sociétaux. C'est plus large qu'un joli livre. C'est qui un peu votre lecteur idéal ? Bah non, notre lecteur idéal, c'est que tous les gamins lisent nos livres. Quel qu'il soit. D'ailleurs, on avait mis un peu ça à un moment, ce gimmick pour que quel que soit l'enfant, on est ravi qu'il lise nos livres. Mais alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que on fait uniquement des albums illustrés, donc on s'adresse quand même aux plus jeunes. Mm-hmm. Nous, on ne s'adresse pas aux ados, ou en tout cas pas encore. Et donc, ça va être des enfants qui ont entre 1 et 9 ans, on va dire. D'accord. Et sur les messages, oui, il y a beaucoup de nos livres qui ont des messages, qui ont une intention. C'est d'abord l'intention des auteurs, c'est pas forcément la nôtre. Et puis, on a aussi des livres, parce que c'est, je trouve, la vocation d'un éditeur. On a des livres qui sont là pour s'émerveiller, pour se divertir, pour le fun. Et c'est très important, ça. Je pense que le livre, la fiction en tout cas, ça reste est comme mission principale finalement l'amusement et le divertissement. Divertissement, mais effectivement avec des thématiques, on va dire, qui sont abordées, donc notamment avec celle de Laurent Cardon et d'une autre manière Camille Tisserand, donc qui est plus dire Laurent Cardon avec un abord sociétal et des poules, Camille Tisserand le rapport à la nature de manière très discrète, sans message, on va dire, fort. Il y a quand même une sensibilisation qui vient avec l'amusement et le beau. Oui, bien sûr. De toute façon, moi j'aime les sujets sociétaux, ça c'est évident. On peut aborder des problématiques politiques avec des petits, ça il y a aucun souci. On peut leur parler des poules, justement. On peut leur parler de philosophie avec des poules. On peut faire toute une réflexion environnementale avec des ours. Et les interroger aussi sur leur rapport au monde adulte. Mais bien sûr, on peut faire énormément de choses avec la littérature jeunesse et c'est ce qu'on aime. Le Graal, finalement, ça serait d'avoir des livres qui ont plusieurs niveaux de lecture. Un premier niveau de lecture où on est dans le fun, on est au premier degré, et un second niveau de lecture quand on est un peu plus grand ou quand on a envie de le chercher et où on peut trouver des interprétations et parfois des messages, bien sûr. Et j'imagine que ce soit aussi agréable et à plusieurs niveaux pour la personne qui lit le livre, que ce soit les parents, les profs, les éducateurs, que ce soit pas juste une histoire mignonne qu'on récite avant de dormir. C'est ça que j'aime dans l'album illustré particulièrement, c'est que on a plusieurs lecteurs, on a le lecteur enfant, mais comme l'album il est souvent lu, c'est une lecture accompagnée et en plus si l'album il est réussi, il va être lu 50, 100, 200 fois. Il y a l'adulte qui lit derrière quoi, donc ça va être les parents, les grands-parents ou d'autres. Et donc, on s'adresse finalement à plusieurs sortes de lecteurs qui sont très différents, qui n'ont pas les mêmes attentes. On n'a pas la même attente d'une histoire quand on a 3 ans ou quand on a 35 ans. C'est évident.
Et alors, maintenant, Camille Tisserand et Laurent Cardon, tous les deux, qu'est-ce qui vous a mené à l'illustration jeunesse qui vous plaît particulièrement dans ce domaine? Camille, est-ce que... Qui commence à parler. Qu'est-ce qui nous plaît dans ce domaine? Alors moi, à la base, je voulais pas faire illustratrice parce que je m'étais dit que c'était pas un métier. Et puis en fait, après, j'ai découvert que c'était un métier. C'est vrai aussi. Et ouais, ça m'est un peu tombé dessus, mais en fait, pas tant que ça parce que j'ai toujours aimé les livres pour enfants. Je pense qu'il y a juste ça qui m'a attirée. C'est juste que c'est un format qui me plaît beaucoup. Moi, j'adore les images, ça me parle plus que le texte. Et c'est vrai que l'association des deux, ça m'a toujours plu. Et l'univers pour enfants, même les images qu'on y trouve, ça m'a toujours beaucoup attiré. Donc, ça s'est fait naturellement, en fait. D'accord. Donc, ouais, c'est vos goûts qui vous ont mené. Et vous, Laurent? Alors, ouais, moi, c'est un petit peu encore particulier parce que j'ai commencé assez tard quand même à travailler dans le livre jeunesse. Parce que moi, je viens à l'origine de l'animation, je viens du dessin animé. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé dans la prise de vue réelle et aussi énormément sur le découpage de films, hein, de storyboard ou de shooting board dans le cas de la prise de vue réelle. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment raconter des histoires de toute façon. Et je crois que si je suis rentré dans le monde de l'illustration, dans le livre, c'est surtout par peut-être aussi par une fatigue aussi de l'animation où on est obligé de faire 24 images secondes, alors que là, 24 pages, par exemple, c'est quand même beaucoup plus finalement. Peut-être par paresse, finalement, je suis rentré dans le livre jeunesse. Je ne sais pas. C'est une bonne motivation. Mais en tout cas, je trouve assez intéressant d'aborder un univers complexe, que ce soit des lieux, des personnages en mouvement, de créer des ambiances. Par le biais de la narration. Et puis de toute façon, je me suis toujours quand même adressé à un public assez jeune, hein, que ce soit dans le film. Hein, je donnais aussi beaucoup de cours de cinéma en prise de vue réelle comme en animation. Mais aussi, donc, c'est l'échange avec l'enfant m'intéresse énormément. Et c'est vrai que c'était presque une évidence pour moi d'en arriver au livre. Hein, et vraiment, je suis arrivé, je dirais maintenant, ça fait 15 ans, mais je suis plus tout jeune. Peut-être que... mais ça fait un peu plus que ça maintenant, quand même, que je suis dans le livre jeunesse. Mais par rapport à mon âge, ça fait quand même peu de temps. C'est quand même relativement récent. D'accord. Et comment est-ce que vous choisissez vos auteurs, vos illustrateurs, donc auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices? Est-ce que c'est eux qui vous proposent des projets et vous les sélectionnez, ou est-ce que c'est vous qui repérez leur travail, qui les sollicitez? Est-ce qu'il y a un petit peu des deux? Comment ça se passe? Oui, il y a beaucoup de chemins différents. Hein. On reçoit beaucoup de projets par mail, tout simplement. Mais c'est aussi des rencontres physiques sur des salons où on parle de projets avec des auteurs. Et on peut aussi, puisque aujourd'hui tout le monde a plus ou moins un book numérique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le net, on peut aller les chercher, les faire se rencontrer. On peut faire se rencontrer un scénariste et un illustrateur. Donc il y a énormément de chemins différents pour qu'un éditeur et un auteur se rencontrent. Et créer un livre, du coup. Et créer un livre. C'est tout un processus. Pour se différencier peut-être de certains de nos concurrents, c'est vrai que nous, on fait très très peu, on en a fait qu'un, on fait très peu de livres de commande. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler livre de commande, ça va être l'éditeur, il a une idée, il a un concept et il va aller chercher des auteurs pour réaliser le concept. D'accord. Et pourquoi pas. Oui. Mais ça m'intéresse moins. Moi, je préfère accompagner les auteurs dans l'aboutissement de leur projet. Je trouve ça beaucoup plus passionnant. Mais c'est complètement subjectif. C'est un peu une de vos signatures aussi, de votre manière de travailler. Oui, tout à fait. Comme vous dites, qui vous distingue pas de beaucoup d'illustrateurs jeunesse, vu que c'est un secteur assez porteur en ce moment. Oui, il y a beaucoup de concurrence. Oui. Camille, avec Ours notamment et Loupiote, vous mettez en scène des animaux parfois à peine visibles, qui se confondent un petit peu dans le décor, qui se dégagent par petites touches. Pourquoi ce choix graphique? Est-ce que c'est par esthétique très réussi? Est-ce que c'est par volonté de faire passer un message? Un peu des deux? Quel est un peu le secret de votre style? Alors c'est effectivement, je dirais un peu des deux, parce que c'est pas la même raison dans les deux livres. Loupiote, c'est parti, littéralement, l'histoire, Catherine Latteul a écrit à partir d'un dessin où je m'étais amusée à faire justement un loup juste en poil, donc qui était un peu en transparence sur le décor. Et puis son histoire, ça collait bien en fait à cette imagerie, donc je l'ai gardée.
Pour les ours, j'en ai vraiment profité pour qu'ils soient un peu fantomatiques quand ils se déplacent justement dans le décor que le narrateur a un peu créé et eux, ils font leur vie dedans. Donc, ils sont un peu en décalage par rapport au décor. Oui, à la fois en décalage, enfin, le lecteur pourra voir à la fois en décalage et à la fois comme s'ils étaient en voie de disparition aussi, avec ce côté très évanescent qu'ils ont. Bah, ça me frappait beaucoup, moi, dans l'image un peu centrale où ils traversent, où on les voit plusieurs fois sur la page en train de traverser tout le paysage. Oui. Pour moi, c'était un peu ça. Eux, ils sont plus vraiment chez eux, donc ils se déplacent comme des ombres et on a tout le décor où nous, on est bien présents au final. Oui. Donc là, vraiment, la texture qui était un peu plus décorative dans l'Oupiote, là, m'a servi plus pour coller avec l'histoire, en fait. D'accord, oui, ça, vous adaptez un petit peu, en fait, en fonction de l'histoire, du scénario et du message, votre style et votre... Bah, c'est ça, dans l'Oupiote, les décors sont quand même beaucoup moins... comment dire, ils attirent moins le regard que dans Ours sur Source. Oui. Donc le loup finalement il est un peu transparent mais pas tant que ça par rapport au décor, alors que dans Ours le décor prend vraiment plus de place. Donc et justement j'ai joué plus sur le décor pour pour renforcer la transparence. D'accord. Et vous Laurent, votre société, elle ressemble de poule, elle ressemble un petit peu étrangement à celle des hommes. Donc, j'imagine de manière totalement fortuite, comment est-ce qu'on transpose des problématiques sociétales, on va dire quotidiennes, comment est-ce qu'on les transpose dans un univers animal et accessible pour que ce soit compréhensible à des enfants? Oui, c'est vrai que j'avais envie d'aborder, d'abord, ce sont des thèmes qui m'ont toujours été assez chers, hein, de parler un peu soit politiques ou sociaux. Ce sont des thèmes qui me touchent et je me suis dit comment est-ce qu'on peut essayer d'aborder ça avec les enfants d'une façon un peu différente, avec un regard un petit peu différent. C'est vrai que j'avais envie de trouver. Alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, sur le livre, disons que le livre des poules. Et en est un parmi d'autres, mais c'est vrai que là j'ai fait le choix de représenter, c'est vraiment un choix très précis où je ne voulais pas m'approcher des personnages. Je voulais vraiment travailler le groupe, la collectivité. Donc j'ai utilisé vraiment un langage graphique où comme si je regardais une scène à partir d'une fenêtre, comme si j'étais dans une ferme et je regardais d'une fenêtre du haut, je regarde le comportement des poules. Parce que je me suis toujours questionné sur les poules. J'ai dit pourquoi effectivement, j'ai choisi aussi l'univers des poules parce que je pense qu'il y a un parallèle entre la confusion du comportement humain dans le groupe avec le comportement des poules. C'est-à-dire que les poules, elles sont toujours en train de parler, elles sont toujours en train de discuter, on a l'impression que tout le monde se parle et personne ne s'écoute. Déjà, donc le choix des poules était, je trouve, représentait bien un peu ces problèmes du phénomène de groupe. Et puis le fait de les montrer comme ça ou de ne pas valoriser, dans ce livre particulièrement, de ne pas valoriser le décor, me concentrer essentiellement sur les personnages, c'est pour renforcer justement l'intérêt que je porte au comportement social et au comportement, enfin, même politique, oui. Même par les couleurs, parce que ce sont j'ai utilisé trois groupes de poules distinctes, tout au moins dans le premier livre. Elles sont très séparées, donc elles sont très faciles à reconnaître. Donc on peut facilement comprendre un peu par leurs mouvements, leurs intentions. Donc voilà, donc j'ai essayé d'utiliser ça pour pouvoir parler de problèmes de la différence essentiellement, qui est quand même un thème qui me touche particulièrement. Et voilà, oui, en fait. Donc surtout le premier, en fait, à l'origine, il se trouve que c'est devenu une collection, mais c'était un livre. À l'origine, c'était pour être un livre, et le premier est beaucoup plus politique que les autres. Après, les autres sont plus sociétaires et plus psychologiques, on va dire. Mais là, j'aborde effectivement j'avais envie d'aborder un problème plus. Oui, il y a plusieurs séries. Large, c'est une série, j'ai vu, vous avez donc la série des poules, où il y en a 3. Il y a une série avec des poulpes, des poux, des araignées. C'est très, Je suis dans les poux. Oui, c'est très poux, effectivement, ce que j'ai vu en préparant. Il y a quand même un avec un canard aussi. Oui, il casse un peu là. Et comment est-ce que vous choisissez vos personnages, en fait, vos familles d'animaux, puisque, entre poux, poules...
poulpou poulpe. Comment est-ce que vous choisissez Alors bon, d'abord, faut savoir déjà le livre du poulpe est sorti d'abord au Brésil. Hein, il n'avait pas du tout le même nom, donc déjà il n'y avait pas de lien avec le pouf. Mais c'est assez rigolo, c'est vrai effectivement d'avoir des poulpes, des poules et des poux. Mais alors les choix, bon les choix. En tout cas pour ce qui est s'il fallait comparer les poules avec les poux, je pense qu'il y a un lien, parce que là, je me suis intéressé dans mon deuxième livre qui s'appelle Rick Pou et les poux migrateurs. Hein. Là, j'utilise un peu le même principe que le livre des poules, c'est-à-dire je montre le comportement social, on va dire, des poux et comment ils se comportent entre eux. Donc là, j'aborde les thèmes de la migration, hein, c'est un petit pou qui va voyager sur des têtes, qui va rencontrer des familles de poux. Et donc, pareil, je m'intéresse pas, même s'il y a un personnage central, je m'approche jamais de ce personnage. Je m'intéresse à ce personnage dans son milieu, naturel et avec les gens. Donc là, il y a des décors dans ce livre, mais en tout cas, le choix, oui, parce que les poux, c'est vraiment, c'est un peu comme les poules. Donc, c'est quand même, ils vivent en groupe et on les voit pas, ils sont très sournois et voilà, donc ça m'a permis de représenter un peu des sociétés différentes où ce petit pou va devoir se confronter à des familles avec des familles extrêmement différentes les unes des autres, avec des comportements sociaux complètement différents et c'est comme un voyage initiatique à partir de cette rencontre. De ce contact, on va dire, comment lui, non seulement va apprendre, hein, comme je disais, c'est un voyage initiatique pour lui, mais aussi comment les autres vont finir par comprendre que finalement, les questions qui se soulèvent, lui va proposer des solutions intéressantes aussi. Donc, il y a une interaction, voilà. Donc, le groupe aussi. D'accord. Voilà. Donc, très animaux, voilà. Très transposition animale chez vous. Oui. J'aime bien, mais alors, faut savoir aussi, moi, je travaille j'ai des styles extrêmement différents les uns des autres, en fait, hein, parce que là, c'est vrai que tous les livres que j'ai lancés en France, je les ai lancés par le Père Fouettard, par les éditions du Père Fouettard. Donc, il y a eu des choix aussi sélectifs qui ont été faits par le langage. Mais moi, au Brésil, j'ai énormément de livres. Hein, j'ai une 60aine de livres. Donc, je suis que illustrateur. D'accord. Mais j'ai quand même, j'ai commencé, on va dire, dans la littérature jeunesse au Brésil. Et j'ai plein de styles différents. Je peux travailler autant dans le réalisme que dans Et c'est vrai que les animaux, bon, c'est vrai que quand on s'adresse aux enfants, moi, mes thématiques, j'aime bien les aborder à travers les animaux, mais je crois qu'on est beaucoup à l'avoir compris. Oui, absolument. Ça, c'est souvent dans les livres pour enfants, la transposition. On retrouve d'ailleurs, Camille, chez vous, comme je l'ai dit, avec Ours d'un côté, Loup de l'autre, mais vous avez également réalisé un carnet de coloriage en écho à Vaudou, qui est un livre donc sur la culture vaudou que vous avez édité donc au Père Fouettard. Est-ce que vous pensez que le jeu, là justement on rentre dans une autre dimension du livre jeunesse qui va être plus le côté éducatif, que le jeu soit un moyen un outil pédagogique si on peut dire, et que votre style s'adapte justement à ce média? Oui, en fait moi je travaille énormément dans le livre documentaire, donc c'est vrai que j'aime beaucoup transmettre des connaissances par les images, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'ai fait une formation en didactique visuelle, donc j'aime beaucoup adapter mes images aux propos que je dois tenir. Et si c'est documentaire, aussi que ça colle à ce que je veux faire découvrir et ce que je veux faire apprendre ou aider à apprendre, en tout cas, à travers un livre. Et là, justement, j'ai vu que les styles étaient pas du tout les mêmes, autant dans Ours, dans Loupiote, comme on le disait, il y a des similitudes. Là, complètement un autre style aussi. Donc, vous êtes un peu, comme Laurent le disait, un peu peut-être pas polymorphe, c'est peut-être pas le bon mot, mais multifonction, multitechnique, selon ce que vous voulez faire passer. Oui, souvent, moi, quand on me propose un texte, j'ai des images qui viennent en tête et des fois, le style de ces images correspond pas forcément au truc que j'ai déjà fait, mais ça m'intéresse d'autant plus parce que je vais pouvoir tester
quelque chose de nouveau. Et des fois, ça colle à quelque chose que j'ai déjà fait, donc j'approfondis. Mais oui, moi, j'aime bien tester plein de choses différentes. En plus, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec l'outil numérique, ce qui me permet vraiment un potentiel énorme, parce que j'ai à peu près, je peux retrouver sur les logiciels de dessin aujourd'hui à peu près toutes les textures qu'on veut. Enfin, on arrive vraiment à faire un peu ce qu'on a en tête directement, sans avoir à apprendre à maîtriser finalement un outil complètement différent. Oui, ça vous donne plus de liberté, plus de créativité, ça la porte en fait. Et moi, je trouve que ça aide aussi à tester des choses plus facilement, parce qu'on a moins ce côté, pas raté, mais enfin, on peut vraiment sur le même dessin tester et partir dans un sens et se dire, ah non, en fait, c'était pas la piste la mieux et j'ai pas besoin de recommencer du début. Donc, je trouve que je suis beaucoup plus lâchée quand je dessine justement pas sur ordinateur. Des fois, j'ai peut-être un côté un peu plus à vouloir être en sécurité, à maîtriser ce que je fais. Voilà, mais bon, après, c'est vraiment un ressenti. Moi, j'ai toujours travaillé avec l'outil numérique, donc c'est quelque chose que j'apprécie. D'accord. Ouais, ça rejoint ce que je voulais vous demander. Quelle est la fonction pour vous d'un éditeur jeunesse ? Le regard des auteurs et autrices et le regard de l'éditeur sur... Je dirais que c'est grosso modo le même que pour un éditeur pour vieux, quoi. Hein. C'est-à-dire de finalement être le relais de l'auteur, être sa béquille, donc que ce soit au niveau de la création, où on a un rôle important à jouer, il me semble, mais aussi après. Une fois que c'est publié, bien sûr, et c'est là où on prend toute notre place au niveau de la commercialisation, de la communication, pour que cet objet soit découvert par le plus de monde possible. Et c'est ça notre fonction première. Après, on peut s'interroger sur quelle est notre place dans la société, mais j'aurais grand peur de dire beaucoup de conneries à ce sujet, quoi. Ouais. Des grands clichés, des grands poncifs. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que serait pour vous, justement, sans cliché, sans poncif, le livre jeunesse idéal, que ce soit au niveau des messages, peut-être de la fabrication, puisque vous apportez aussi beaucoup de soins à la fabrication de vos livres avec du papier PEFC. Voilà, l'objet et le contenu idéal, ce serait quoi pour vous ? Au niveau de sa conception, idéalement, il faudrait que le livre idéal, au niveau de sa conception, il rémunère tout le monde. On n'a pas beaucoup parlé d'économie, je ne sais pas si c'est intéressant ici, mais que ça soit les auteurs, que ça soit l'équipe éditoriale, l'imprimeur, le libraire derrière, et les autres maillons dont on parle moins souvent, qui peuvent ou non intervenir dans la conception d'un livre. Tout ça dans le respect de l'environnement. Là, ça a l'air simple, mais rien que déjà, ça, c'est le challenge absolu, quoi. Surtout quand on voit le faible prix d'un livre. Ça serait déjà au niveau de sa conception un livre idéal. Et après, je retourne sur ce que je vous disais avant. Je pense que il y a les différents niveaux de lecture. Pour moi, ça c'est le top, quoi. Pouvoir s'adresser à plusieurs publics différents et voilà allez, j'y retourne dans les poncifs, mais qu'un gamin de bourgeois et qu'un gamin de prolo, ou qu'un gamin qui a pas de parents, ou qui a des parents hyper envahissants, ils se retrouvent dans le livre, quoi. Que des gamins aussi différents et puissent se retrouver dans le livre. Et ça, c'est très dur à faire. On voit très bien qu'en littérature jeunesse, il y a des livres qui vont s'adresser à telle catégorie socio-professionnelle, telles autres à une autre. Il y a les livres de supermarché, il y a les livres de librairie, il y a les livres de librairie indépendante, les livres de librairie littéraire. Il y a des classes même dans l'édition. Et alors, si on peut essayer, parce que je dis pas qu'on y arrive, mais de casser un peu ces cases de lectorat, c'est bien, c'est ça un peu le livre idéal pour moi. Ouais. Donc, la thématique du Salon Colère du Présent cette année, c'est, comme vous l'avez vu, cette jolie affiche, nos mondes sauvages. Qu'est-ce que représente en fait pour vous, éditeur jeunesse, l'idée de la sauvagerie ? Est-ce que c'est un terme péjoratif ? Est-ce qu'au contraire c'est plutôt porteur ? Et après je demanderai à vos auteurs leur vécu sur cette notion. Bon, sans hésiter, moi je dirais que c'est une notion très positive qui renvoie avant tout à la liberté.
on est dans une société où on est écrasé par les règles, alors qu'on les respecte ou pas, elles nous écrasent. Les enfants aussi, ils sont bombardés d'injonctions, de règles. Voilà, bon, je fais pas partie des gens qui regrettent le bon vieux temps où les enfants se tenaient à carreau grâce à une autorité plus importante. Bon, c'est pas vraiment. Non, le sauvage, c'est la liberté. Et si ça nous fait rêver, nous, en tant qu'adultes et les enfants, tout pareil, c'est pour ça aussi qu'on aborde autant les animaux dans la littérature jeunesse. C'est parce que ce monde sauvage nous attire. Alors un écologue, il va sûrement vous expliquer qu'en fait le monde sauvage, il y a plein de règles dedans, etc. Mais là, sa force d'évocation, c'est cette liberté, c'est aussi la nature hein, qui est en train de disparaître. Et dont pourtant on a vraiment besoin. Et je dirais que le sauvage, pour moi, ça fait écho à ça. Et donc, on en a besoin dans la littérature et on en a besoin dans la vraie vie du sauvage. Donc vous en amenez un petit peu avec vos J'espère. Et vous, Camille, on va commencer par Camille, le sauvage. Donc je reformule parce que vous m'entendez peut-être de loin. Si, je crois que j'ai entendu, mais on peut reformuler. Oui, sur ce que représente pour vous la notion de sauvagerie. Est-ce que c'est un terme péjoratif ? Au contraire, est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait ? J'y avais jamais beaucoup réfléchi. Je dirais que dans ma tête, là, tout de suite, ça fait une distinction entre sauvage et sauvagerie. Sauvagerie va avoir un côté un peu négatif, sauvage moins. Je sais pas trop pourquoi, mais oui, après, ça m'évoque plein de choses, mais dans le côté nature, effectivement, il y a ce côté qu'on retrouve dans Ours sur Source, où ils prennent, pour moi, c'est pas vraiment le mot sauvage, mais ils décident de pas obéir au narrateur et aux règles qui leur tombent un peu d'on ne sait où avec une voix off. Mais après, je sais pas si c'est le mot sauvage que je mettrais dessus, mais je peux comprendre qu'on l'approprie comme ça, effectivement. Oui, il y a quand même le côté nature, donc animaux. Oui, mais je trouve que de toute façon, aujourd'hui, je trouve ça dur de parler avec des animaux sans qu'il y ait cette notion qui vienne, parce que elle est très présente. En plus, moi, l'album, il vient de plein d'idées différentes qui ont fini par se coudre ensemble et à former une histoire. Et une des idées comme ça, c'était d'avoir un ours blanc sur fond blanc, mais je pouvais pas mettre un ours blanc sans qu'il y ait un rapport qui parle un peu d'écologie, parce que il symbolise à lui seul, il porte ça sur lui tout seul, quoi. Bah oui. Tout le réchauffement climatique, tous les dérèglements, c'est un peu il est devenu le symbole malgré lui. Donc, on ne peut pas mettre un ours blanc sans parler de ça. Et puis, c'est des sujets qui me touchent. Donc, de toute façon, je me rends compte même après avoir écrit l'histoire que tous les sujets qui s'imbriquent dans l'histoire, il y en a même auxquels j'avais pas pensé, mais qui finalement, c'est logique qu'ils me soient venus à travers l'histoire, quoi. Oui, Florent parlait tout à l'heure des niveaux de lecture, effectivement, pour les différents âges, mais vous avez même plusieurs niveaux, on va dire, d'écriture, si on peut dire, dans Ours sur Source, par exemple. Oui, c'est un peu. Je pense que celui qui nous touche le plus, ça va être celui qu'on va voir en premier, effectivement. Mais oui. Mais c'est curieux parce que moi, quand j'ai écrit l'histoire, c'est vraiment, comme je disais, plusieurs petites idées que j'avais en tête qui finalement ont trouvé un fil conducteur qui d'un coup, j'arrivais à mettre toutes mes petites idées dans la même histoire. Donc ça me plaisait bien. Mais même quand j'ai eu fini l'histoire, je me suis rendu compte que ça parlait d'un narrateur qui n'arrivait pas à raconter son histoire. Et c'est un peu le premier livre que j'écris, donc j'étais ah oui bon, donc ça parle de moi en fait au milieu de tout ça, donc au milieu des ours. C'est ça, au milieu d'un tas de sujets que je trouvais vachement plus importants que moi, mais c'est revenu quand même un peu. Et vous, Laurent, même s'ils sont pas des animaux très sauvages, en tout cas entre les poules et les poux, bon, on n'est pas dans la wildness totale. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion de sauvage ? Oui, alors pour rebondir là sur ce que disait Camille, c'est vrai qu'entre sauvage et sauvagerie, il y a quand même une grosse différence. Hein. On peut parler même aussi, comme disait aussi Florent, aussi se parler de nature ou alors de parler de nature sauvage, humaine et sauvage, ou alors de nature pure, comme Camille le traite aussi, comme elle
elle plonge ses personnages dans cet univers. Donc, au niveau effectivement, moi, je mets en scène beaucoup plus des personnages dans un contexte, on va dire, social, comment les personnages se comportent les uns par rapport aux autres. Donc, cette sauvagerie, moi, je la défends à fond. Je veux dire, moi, si un personnage peut l'être vraiment, aller même très, très loin dans ses démarches, si elles sont compréhensibles et si c'est une réaction par rapport à un comportement de groupe, un comportement en voyant que les gens qui évoluent autour d'eux ont un comportement qui est vraiment ou alors trop rangé ou trop compartimenté ou vraiment qui n'a aucune enfin, des personnages qui ne vivent pas profondément ou alors qui se calquent par un effet de miroir sur les autres. Ça m'intéresse énormément, moi, de travailler des personnages qui se détachent complètement du lot, quoi, qui ont vraiment envie de se détacher de ça. Donc, moi, je tiens à ça. Bon, alors mes personnages, ils sont pas aussi excessifs que ça dans leur comportement, mais enfin, en tout cas, même je vois par rapport à ceux que j'ai mis en scène, si je vois les personnages les poules, au début, elles vivent ensemble, elles ont aucune intention particulière, elles n'ont pas d'opinion, elles n'ont rien, elles sont moulées quand on dit on va former une armée pour combattre l'ennemi, les renards et les belettes qui les attaquent fréquemment, les poules sont toutes d'accord. Et c'est à partir du moment où elles sont confrontées à une organisation où les coqs essayent de mettre en place une disposition qui ne leur satisfait pas finalement, par l'exemple des autres, parce qu'il commence à y avoir quelques réactions, et du coup les poules se sentent dans le désir de s'affirmer et de vouloir donner leurs opinions. Elles commencent à avoir des opinions, elles commencent à se positionner et à devenir même agressives jusqu'à un certain niveau pour pouvoir imposer leurs nouvelles opinions. C'est presque ça. Donc c'est tout le travail de la communication et de l'évolution et de comment, sauf que elles vont vers une sorte d'harmonie. Elles recherchent finalement une harmonie du groupe quelque part. Elles essayent chacune à leurs problèmes, elles ont tous leurs problèmes, mais elles essayent quand même de recréer une certaine harmonie. Peut-être pas dans mon troisième livre qui aborde le thème de la différence, où une poule a besoin de se distinguer. Alors maintenant, dans le premier livre, les poules sont séparées par groupe, elles vivent de façon... elles ne se mélangent pas du tout, et elles apprennent à se mélanger. Et dans les deux autres albums, les poules sont mélangées, et maintenant elles doivent apprendre à cohabiter et à établir des nouvelles règles de cohabitation. Oui, c'est une société, vraiment. Pardon ? Il y a vraiment une idée d'évolution de société dans vos... Oui, mais comme je disais au début, j'avais pas l'intention de faire une collection, oui. Mais c'est presque une évidence. C'est-à-dire que dans le premier, comme je disais, donc les groupes, c'est plus politique parce qu'on parle de groupes qui ne veulent pas se mélanger, qui finalement apprennent à se mélanger parce qu'ils savent que le seul moyen d'avancer, c'est pouvoir se mélanger. Le deuxième, c'est beaucoup plus sur la répartition du travail et les codes de travail qui font que elles vont être obligées en tant que mères à se mettre en avant, à se positionner pour pouvoir pour qu'on respecte leurs droits, et puis parce que les coqs qui sont leurs opposants, on va dire, qui sont beaucoup plus réfractaires à toute forme d'évolution, ils vont être obligés elles vont être obligées de se positionner par rapport à ça. Et le troisième livre est beaucoup plus sur l'identité, c'est la recherche d'identité, où c'est une poule qui veut changer de couleur. Donc là, on affronte beaucoup plus, on aborde beaucoup plus la psychologie, je parle beaucoup plus de personnages qui essayent, un personnage qui est d'une fragilité extrême, qui s'emporte facilement, qui se vexe facilement, qui est très instable et qui a une véritable recherche d'identité. Donc ce personnage, elle s'impose comme elle essaye de s'imposer, et les autres essayent de faire comprendre que finalement, d'abord les autres vont devoir aussi apprendre à accepter une certaine différence, oui, qu'elles vont prendre goût un peu à cette petite différence, se dire après tout, nous aussi, on aimerait bien être un petit peu blanche, un petit peu noire, un petit peu ceci, un petit peu cela. Et finalement, c'est le fait que les poules elles-mêmes s'acceptent
avec cette différence qu'elles vont accepter celle qui est fondamentalement différente des autres. Donc il y a un peu ce côté. Donc moi j'aime les personnages qui sont un peu des anti-héros, des personnages qui ont vraiment des travers, qui ont des problèmes, qui ont qui sont un peu sauvages à leur manière, en fait. C'est ce qu'on. Ouais. Et moi, j'adore vraiment l'idée que dans une poule qui est quand même l'animal tranquillou, inoffensif, voilà, de basse-cour par excellence, en fait, il y a un animal sauvage qui sommeille, qui est prêt à se réveiller. Et j'adore l'idée. Bon, c'était donc les éditions du Père Fouettard qui ont été avec Florent et en direct via Zoom, Laurent et Camille pour les éditions du Père Fouettard. Merci beaucoup. Merci, Tara. Merci. Merci. Merci beaucoup.